Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire dans lequel on va vous expliquer les procédures d'expropriation, les principes d'indemnisation dans le cadre du projet du tramway à Québec, évidemment. D'emblée, j'aurais envie de vous dire que nous, les conférenciers, aujourd'hui, nous n'avons aucune information particulière de la part de la Ville de Québec, à savoir, est-ce que vous allez être exproprié? Qu'est-ce qui va être exproprié? Est-ce que ça va être une servitude, une bande de terrain, le terrain complet? On n'a vraiment pas cette information-là. Comment on a procédé, c'est qu'on a pris le tracé que vous avez tous vu dans les journaux et qu'on a fait la liste des propriétaires le long de ce tracé-là. C'est comme ça que vous avez reçu notre invitation dans vos boîtes aux lettres. Donc, voilà, on veille simplement à ce que vous soyez le mieux informé possible. Si jamais la Ville de Québec vous contacte pour une acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, bien, à ce moment-là, vous serez mieux outillé pour y faire face. Et puis, vous aurez des experts aussi à qui vous pourrez vous référer. Et je vous présente d'ailleurs ceux qui font la conférence avec moi aujourd'hui. Alors, il y a moi-même, Isabelle Landry, je suis avocate associée chez BCF, spécialisée en droit municipal. Il y a ma collègue Maître Audrey-Anne Belland, aussi avocate spécialisée en municipal chez BCF. On a Esther Dumoulin, qui est CPA-CA et évaluatrice d'entreprise au sein de PwC. Et Frédéric Bélanger, qui est évaluateur agréé chez GDA. Donc, Esther et Frédéric pourront mieux vous conseiller là, sur l'indemnisation en tant que telle. Et Audrey-Anne et moi, on va vous parler du processus d'expropriation. Alors, avant de débuter, juste vous rappeler, je sais que vous l'avez entendu tout à l'heure, mais vous avez un bouton questions que vous pouvez utiliser à tout moment pour nous poser vos questions. C'est Audrey-Anne qui va les recevoir et qui va nous les adresser au bon conférencier. Utilisez-le en tout temps, comme je dis, mais on va y répondre uniquement à la fin de la conférence. Et vous avez aussi un deuxième bouton qui est disponible pour des questions techniques, là, si jamais votre interface ne fonctionne pas ou peu importe. Alors, sans plus tarder, on peut débuter avec la prochaine slide. La procédure d'expropriation en tant que telle. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la règle principale, la règle d'or, c'est l'article 952 du Code civil du Québec qui nous dit qu'en fait, un propriétaire ne peut pas être contraint de céder sa propriété si ce n'est que par voie d'expropriation. Donc, la Ville ne peut vous forcer que si elle entreprend des procédures d'expropriation et elle doit évidemment le faire pour une cause d'utilité publique. Ça, en l'espèce, c'est pas questionnable, c'est le tramway, c'est une cause d'utilité publique, mais c'est moyennant une juste et préalable indemnité. Donc, en aucun cas, vous ne serez contraint à céder votre propriété si vous ne recevez pas une juste indemnité. Slide suivante. Qu'est-ce qui peut être exproprié? Bien, en fait, on peut exproprier, la Ville peut exproprier un immeuble, c'est-à-dire un terrain, un bâtiment. Elle peut l'exproprier en entier ou en partie seulement. Donc, par exemple, dans le cas du tramway, ça pourrait être une bande de terrain à l'avant uniquement qui serait nécessaire pour élargir l'emprise publique, par exemple. On peut exproprier aussi un démembrement du droit de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça peut être une servitude. Une servitude, c'est quelque chose qui existe, c'est un droit qui existe sur votre propriété, mais vous demeurez propriétaire quand même du fonds de terrain. Donc, ça pourrait être une servitude de rapprochement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si les infrastructures du tramway se rapprochent de votre façade de commerce et que là, vous ne respectez plus la marge de recul, par exemple, qui est imposée à la réglementation municipale, bien, la Ville pourrait demander une servitude de rapprochement. C'est-à-dire que vous acceptez d'être plus près des infrastructures de tramway. Ça pourrait être aussi une servitude temporaire pendant la période de construction. Donc, ils auront besoin d'empiéter sur votre terrain, mais uniquement temporairement pendant la construction. Donc, ils vont vous demander un certain espace peut-être pour mettre des roulottes de chantier, pour ce genre de choses-là. Ça pourrait être aussi une servitude de non-construction.
C'est-à-dire que s'ils enfouissent quelque chose, par exemple, en dessous du terrain, des fils, des conduites, n'importe quoi, ils pourraient prendre une servitude sur votre terrain pour vous empêcher de construire par-dessus cet espace-là. Donc, vous pouvez continuer d'avoir du gazon, évidemment, mais vous ne pourriez pas mettre une remise, par exemple, pour qu'eux puissent y avoir accès en tout temps, là, si jamais il y a des bris ou des choses comme ça. Prochaine slide. Avant d'entamer les procédures d'expropriation, puis on sait qu'en ce moment, c'est ce que tente la Ville de Québec avec certains propriétaires, elle pourra s'entendre de gré à gré. C'est-à-dire qu'elle peut vous contacter, amorcer des discussions, jaser avec vous, sans que vous receviez formellement ce qui s'appelle un avis d'expropriation et qui est enregistré au registre foncier, puis ça, on va y revenir. Donc, c'est important que vous sachiez que vous n'avez pas d'obligation d'accepter l'offre qui est présentée par la Ville et que vous pouvez négocier, évidemment, l'indemnité pour vous assurer de bien couvrir tous les dommages que vous subissez. Parce qu'on va y revenir, l'expropriation, ce n'est pas comme une acquisition où vous avez affiché votre propriété à vendre. Vous n'étiez pas à vendre. Donc, on cherche plus qu'un prix, on cherche une indemnité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous venez chercher l'information pour vous assurer de mener bien comme il faut vos négociations avec la Ville. Si vous ne vous entendez pas, puis que la Ville envoie finalement un avis d'expropriation, il faut que vous soyez rassurés. À tout moment, ça va être possible de vous entendre. Donc, un avis d'expropriation va vous amener devant le tribunal administratif du Québec. Ça ne veut pas dire que l'expropriation n'aura pas lieu. Elle va avoir lieu, mais ça veut dire que vous allez pouvoir discuter du prix devant un tribunal qui, lui, va décider de cette expropriation-là au final. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez reçu cet avis d'expropriation-là que c'est fini puis que vous êtes embourbé dans un procès pendant des années. À tout moment, les parties peuvent s'entendre et régler ce dossier-là de gré à gré. Donc, pour les prochaines diapos, je vais laisser la parole à ma collègue Audrey-Anne Belland. Alors, bonjour. Pour la suite, on avait pensé pertinent de vous faire un petit portrait de c'est quoi les étapes d'expropriation, comment ça se déroule, ce processus-là, pour que vous ayez en tête, bon, une ligne du temps, vous sachiez un peu à quoi vous en tenir, qu'est-ce qui s'en vient de la part de la Ville. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet du tramway, il y a une loi qui a été adoptée spécifiquement pour ce projet-là, donc la loi concernant le réseau structurant du transport en commun de la Ville de Québec, qui fait en sorte de modifier la loi générale sur l'expropriation. Donc, il va y avoir des petites différences. Si vous avez déjà vécu des expropriations par le passé, ce n'est pas exactement ces dispositions-là qui vont s'appliquer. Il y a des particularités propres au projet du tramway. La première, c'est celle qui fait en sorte que vous ne pourrez pas contester le droit à l'expropriation, ce qui est normalement permis devant la Cour supérieure. Donc, généralement, les gens peuvent aller dire « Je ne suis pas sûre que ton projet, c'est vraiment des fins d'utilité publique ». Dans le cas du tramway, ça ne sera pas possible. Ce qui va être possible de faire et ce qui reste à la disposition des gens, ça va être de négocier et d'essayer d'aller chercher la meilleure indemnité. Et ça se fait devant le tribunal administratif du Québec. Donc, c'est comme ça que ça se déroule. Comment l'expropriation débute? Alors, Isabelle le disait juste avant moi, on sait que la Ville a déjà contacté des gens. Et donc, ça, c'est pas le début de l'expropriation en tant que tel. C'est vraiment des négociations préalables qui se mènent. L'expropriation, lui, débute par la signification d'un avis d'expropriation. Donc, ça, c'est un papier qui va avoir été d'abord inscrit au registre foncier, donc sur vos immeubles. Qu'est-ce que ça contient, cet avis-là? Donc, exactement, cette diapo-ci. L'avis d'expropriation va vous indiquer, bon, d'une part, quel numéro de lot exactement est visé par l'expropriation. Si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir savoir lequel. Les fins de l'expropriation. Et, entre autres, la date à laquelle vous allez devoir avoir quitté les lieux. Et dans le cas, si vous avez des locataires, par exemple, ou des occupants de votre immeuble, à quelle date, eux également, vont devoir avoir quitté les lieux. Et à ce moment-là, quand vous recevez cet avis d'expropriation-là, il faut être assez diligent. Vous avez un 15 jours pour comparaître devant le tribunal administratif du Québec. Donc, pour les entreprises, généralement, on comparaît par le biais d'un avocat. Sinon, c'est de signifier au tribunal que vous êtes là et que vous entendez vous présenter durant tout le processus d'expropriation pour obtenir votre indemnité. Par la suite, si on va à la prochaine diapositive, comment ça fonctionne? Donc, vous avez reçu votre avis d'expropriation, le processus est enclenché
Maintenant, il y a quelques petites choses que vous devez faire. La première, je vous l'ai dit, comparaître devant le tribunal administratif du Québec. Mais l'autre chose qui est importante, et c'est surtout vrai dans le cas des propriétés commerciales, c'est de dénoncer le nom et les adresses de chacun des locataires des immeubles ou même les occupants de bonne foi. Donc, s'ils n'ont pas de baux, mais qu'ils occupent l'immeuble, il faut quand même les dénoncer. Et ça se fait en transmettant les baux, leur durée, le loyer de chacun d'entre eux. Et ça se fait puisque la Ville, après ça, va pouvoir contacter directement ces locataires-là et les informer de l'expropriation. Donc, ça vous dégage de ces responsabilités-là de tenir tout le monde informé. Et la Ville entre en contact avec eux pour qu'eux-mêmes puissent faire valoir s'ils ont des dommages également, une indemnité. Et le processus va se continuer également pour eux, mais de façon distincte. Si vous ne le faites pas, bon, la loi prévoit qu'il peut y avoir des dommages et si c'est le cas, vous pourriez être tenu aux dommages pour ne pas avoir dénoncé les locataires. Donc, c'est également quelque chose d'important. À la prochaine diapositive. Donc, ça, c'est dans les 15 jours qui suivent l'avis d'expropriation. Maintenant, dans les 3 mois, donc dans les 90 jours qui suivent cet avis-là, la Ville va vous produire son offre détaillée. L'offre détaillée, c'est le document par lequel la Ville vous informe de ce qu'elle estime qui est une indemnité appropriée, c'est qu'elle propose pour vous indemniser. Alors, encore une fois, pas obligé d'accepter ce montant-là. Ce qu'on fait par la suite, c'est que l'exproprié, donc vous-même, vous allez produire votre réclamation détaillée, donc dans laquelle vous allez dire moi, j'estime que tels sont mes dommages, mon immeuble vaut ça, j'ai une perte ici d'achalandage, par exemple. On détaille un peu plus nos dommages et à ce moment-là, il y a un échange d'informations de part et d'autre. On connaît les positions des deux personnes. Donc, si on change la diapositive. Donc, après cet échange d'informations-là, s'opère le transfert de propriété. Donc, même si on ne se rend pas au fond, là, même si c'est juste à ce stade-ci, il faut que vous sachiez que la Ville va obtenir la propriété de votre immeuble suite à la signification de l'avis d'expropriation. Et elle va vous signifier, vous transmettre, c'est-à-dire un deuxième avis, cette fois-là, pour dire « je deviens propriétaire de ton immeuble ». Et dans le Code du tramway, ça s'appelle un avis municipal de transfert de propriété. Donc, il n'y a pas à être signifié celui-là, il va juste vous être transmis, donc il n'y aura pas de signification par huissier. Mais cet avis-là va vous mentionner, bon, d'une part, va rappeler le montant de l'offre de la Ville et la date à compter de laquelle elle va effectivement prendre possession du bien. Et dans le cas du tramway, il y a des délais qui sont un petit peu différents. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La Ville, dans le cas d'un usage résidentiel, va vous donner un minimum de 12 mois avant de prendre possession du bien. Et pour les autres usages, donc agricoles, commercial et industriels, c'est un minimum de 18 mois avant que la Ville puisse effectivement prendre possession du bien. Ce qui fait en sorte que les démarches d'expropriation peuvent débuter assez rapidement parce que, comme vous le constatez, il y a un bon délai avant que la Ville, si elle veut commencer à faire des travaux, elle veut commencer à prendre possession du bien, elle doit compter le 1 an et demi avant de pouvoir le faire pour les commerces et les industries notamment. Et là, une fois que vous recevez ça et que vous avez votre délai, évidemment, il faut avoir quitté à la date. Sinon, il y a des procédures d'expulsion qui peuvent évidemment être prises par la Ville. Alors, si on change la diapositive, il y a ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avant de prendre effectivement possession de votre bien, quand la Ville vous informe qu'elle va devenir propriétaire, cela s'accompagne d'une indemnité provisionnelle. Donc, ce n'est pas l'ensemble des dommages auxquels vous aurez droit ou auxquels le tribunal pourrait conclure. C'est vraiment une partie de l'indemnité qui vise à vous compenser parce que la Ville devient maintenant propriétaire de votre immeuble. Et ça, vous y avez droit. En le prenant, ça ne limite pas les dommages que vous pourrez aller réclamer. Ça ne vous empêche pas de continuer les procédures d'expropriation. C'est vraiment pour vous dédommager à court terme. Donc, généralement, ça va correspondre à 70 % de la valeur de l'évaluation municipale, cette petite indemnité provisionnelle-là. Dans les cas des occupants ou des locataires, c'est une règle générale, c'est toujours 3 mois de loyer de compensation. Et dans les autres cas, toujours un peu plus complexes, exploitation agricole, commerce ou industrie. Alors, dans le cadre du projet du tramway, la Ville de Québec va faire une évaluation et elle doit mettre les documents en annexe qui justifient son évaluation d'indemnité provisionnelle.
Donc, c'est elle qui va plutôt déterminer, c'est mon offre, voici ce que j'offre là, à indemnité provisionnelle à court terme. Donc, ça, c'est important. Comme je disais, vous pouvez le prendre et les procédures se continuent et la chicane ou le débat peut se continuer sur l'indemnité auquel vous avez droit et ça limite absolument rien. Donc, c'est une étape préalable donc, au transfert de propriété. Si on change la diapositive, et une autre spécificité du projet du tramway que la loi a prévue, c'est le fait qu'il n'y aura pas possibilité ni pour l'exproprié, ni son locataire de demander à rester en possession du bien exproprié. Donc, ce qu'on a voulu par là, la loi souhaitait que le projet ne soit pas retardé indûment, alors que généralement, la loi sur l'expropriation permet de faire cette demande-là au tribunal. Ce ne sera pas le cas dans ce projet-ci. Donc, vous serez obligé de passer propriété soit de l'immeuble au complet, de la petite bande de terrain ou de la servitude, comme le disait Isabelle, dépendamment de qu'est-ce que votre terrain, quel objet est-il exproprié. Alors, si on change de diapositive, maintenant, ça, c'est ce qui se fait un peu en amont. Donc, avant, vous recevez vos avis, il y a échange d'informations. Ensuite, la ville devient propriétaire, vous verse une indemnité provisionnelle. Pour la suite, ça se poursuit devant le tribunal administratif du Québec. Donc, c'est vraiment l'instance d'expropriation. Ce tribunal-là est beaucoup moins rigide que la Cour supérieure, par exemple. Il y a des conférences de gestion qui se font, entre autres avec le juge. Donc, on va établir quelles sont les prochaines étapes, on va essayer de cerner le débat pour pas que justement que ce soit des procès qui durent sur plusieurs années. Il faut savoir que même lorsqu'on est rendu devant le tribunal, il y a toujours des séances de conciliation qui sont possibles ou de négociation. La consultation, elle, se tient à huis clos en présence du juge. Donc, lui, il peut essayer de concilier les deux parties. Donc, ça, c'est toujours possible. Même devant le tribunal, on peut régler. On n'est pas obligé de s'éterniser dans un procès. Ou sinon, quand il y a vraiment des accords entre les deux parties, il va y avoir un procès de prévu durant lequel vos experts vont venir témoigner. Donc, les experts évaluateurs, comptables si nécessaire, ils vont présenter leur rapport, les indemnités. Et évidemment, l'avocat va être là, va plaider le dossier. Au terme duquel le juge va rendre un jugement qui va décider de votre indemnité finalement. Et ça peut se terminer là. Sinon, ces décisions-là, advenant que vous n'êtes pas satisfait ou que la Ville ne soit pas satisfaite, ça va dans les deux sens, peuvent être portées en appel devant la Cour du Québec, mais c'est sur permission seulement. Donc, ça dresse un peu le portrait de quelles sont les étapes ou le cheminement d'un dossier d'expropriation. C'est très procédural, mais ça se fait assez bien. Il y a toujours un échange d'informations qui se continue jusqu'au tribunal administratif. Donc, maintenant, pour rentrer dans le cœur du sujet, vraiment l'indemnité, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans le cadre d'une expropriation? Je vais passer la parole encore une fois à ma collègue Isabelle. Oui, merci. Alors là, vous vous demandez tous, là, c'est bien beau tout ça, mais à combien j'ai droit? Alors, on ne vous donnera pas de chiffres, évidemment, parce qu'on ne connaît pas votre situation, votre propriété, mais on va vous donner les principes. Alors, on peut changer de slide. L'indemnité, elle comprend deux éléments. Audrey-Anne le dit, c'est le tribunal administratif du Québec qui va fixer l'indemnité finale en bout de piste, mais il va la fixer sur la base de deux éléments. Première chose, la valeur du bien exproprié, qu'on appelle l'indemnité immobilière. Et deuxième chose, le préjudice qui est directement causé par l'expropriation, qu'on appelle l'indemnité accessoire. Et inquiétez-vous pas, on va venir décortiquer ces deux éléments-là dans les prochaines slides. Alors, prochaine. Alors, pour quantifier l'indemnité, je vous amène dans un concept d'évaluation un peu. Il faut, la jurisprudence a retenu le concept de la valeur au propriétaire. C'est quoi ça, la valeur au propriétaire? C'est pas nécessairement la valeur marchande. Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas à vendre. Vous n'aviez pas affiché votre propriété, vous n'aviez pas l'intention de la vendre. Donc, ça a peut-être une valeur un peu plus élevée que la valeur marchande pour vous. Ça vous cause peut-être un peu plus d'inconvénients que ça vous en causerait si effectivement vous étiez à vendre. Donc, on se base sur la valeur au propriétaire. Slide suivante.
Qu'est-ce que ça inclut, la valeur au propriétaire? En fait, ça tient compte que vous n'êtes pas un vendeur ordinaire, comme je disais, que vous êtes forcé de transiger à un moment que vous n'avez pas choisi. Donc, on ne cherche pas un prix, on cherche une indemnité en expropriation. Indemnité. Et l'objectif, c'est de vous dédommager entièrement, donc de vous replacer dans la même situation que vous étiez avant l'expropriation. Pas pire, pas mieux, la même situation. Alors, prochaine slide. Plus précisément, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Dans l'indemnité immobilière, l'évaluateur va s'assurer de fixer une valeur pour le terrain en tant que tel, pour les améliorations au sol. Ça veut dire quoi, amélioration au sol? Avez-vous fait une entrée asphaltée? Avez-vous fait un aménagement paysager? Donc, tout ça, c'est indemnisé. Et évidemment, le bâtiment, c'est dépendance. Donc, le bâtiment principal, les bâtiments accessoires, les remises, tout ça. Ça, c'est l'indemnité immobilière, la valeur de votre immeuble. Ensuite, dans l'indemnité accessoire, on a le préjudice directement causé par l'expropriation. Ça veut dire quoi, ça? C'est vraiment tout ce à quoi on peut penser. Vous utilisiez l'immeuble d'une façon spéciale. Je pense, par exemple, ça ne s'appliquera pas ici, mais pour vous donner un exemple concret, j'ai un client qui s'est fait exproprier une bande pour faire un chemin en plein milieu de sa grande terre forestière. Lui, il faisait des activités de part et d'autre de ce chemin-là. C'était son chemin à lui, il n'y avait pas de problème. Fait qu'il passait avec son tracteur, il passait avec son bulldozer. Là, ça devient un chemin public. Vous comprenez qu'il ne peut plus traverser le chemin public avec son bulldozer. Donc, ça lui cause un préjudice particulier, cette expropriation-là. Donc, perte de convenance, c'est exactement ça ce que je vous dis en l'espèce comme exemple, c'est ce qu'on est allé chercher. Des pertes économiques spéciales, perte de profit quand on est une entreprise. Ça, c'est Esther Dumoulin qui peut vous aider à mieux calculer ça. Donc, si, là, vous devez fermer, puis ça vous prend, je ne sais pas, 3 mois, vous relocalisez ailleurs, déménager vos équipements, puis recommencer à opérer, puis pendant ces 3 mois-là, vous perdez du profit, c'est indemnisable. Indemnité de relocalisation, c'est indemnisable. Donc, il faut vraiment penser à tous les dommages causés par l'expropriation. Et toujours, quand on évalue quelque chose, il faut évaluer quelque chose à une certaine date. Donc, la date qui est retenue en jurisprudence pour évaluer ça, c'est la date de transfert de propriété habituellement. C'est-à-dire, donc, le moment où la ville devient propriétaire. Fait qu'on se rappelle qu'il y avait un 12 mois ou 18 mois entre l'avis d'expropriation puis l'avis municipal de transfert de propriété. Ça veut dire que votre bien ne sera pas évalué au jour 1, où vous recevez votre avis d'expropriation, il va être évalué au jour 18 mois plus tard. Donc, s'il prend de la valeur entre-temps, vous allez être indemnisé pour cette prise de valeur-là aussi. Par contre, il faut faire attention parce que dans la loi sur le réseau structurant, il y a une particularité. Si votre bien prend de la valeur à cause du tramway, cette plus-value-là n'est pas indemnisable. Mais s'il prend de la valeur parce que, on le sait, l'immobilier dans le temps finit par prendre de la valeur, ça, oui, ça va être indemnisable. Et ce qui est indemnisable aussi, c'est toujours sur la base de l'usage le meilleur et le plus profitable. Qu'est-ce que c'est ça? On va le voir à la prochaine slide. Alors, l'usage le meilleur et le plus profitable, c'est celui qui va conférer à votre immeuble la valeur la plus élevée. Il y a 6 différents critères pour déterminer c'est quoi l'usage le meilleur et le plus profitable. On n'entrera pas dans le détail de ça aujourd'hui, mais simplement vous dire que normalement, l'usage le meilleur et le plus profitable doit être juridiquement permis. Mais ça nous permet de faire abstraction d'une situation économique ou juridique qui serait temporairement défavorable et qui vous pénaliserait parce que vous n'avez pas choisi le moment X pour vendre votre propriété. Je m'explique avec un exemple. Supposons qu'en ce moment, vous avez une propriété unifamiliale, mais vous avez obtenu un permis de construction pour démolir l'unifamilial et construire un 6 logements, par exemple. Ce n'est pas le unifamilial qui est indemnisable, c'est le 6 logements. Donc, vous aviez un projet qui avait une probabilité raisonnable de réalisation. Vous aviez obtenu un permis. Donc, on va aller chercher la valeur de ce projet-là, la perte de profit de ce projet-là. Parce qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, si on veut, puis on vient chercher votre terrain. C'est un usage qui était juridiquement réalisable. Vous avez obtenu votre permis. Il n'est pas concrétisé en ce moment, mais ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de l'expropriation. Donc, on va pouvoir vous indemniser pour ça. Prochaine diapo.
Alors, qui a le fardeau de preuve? Ça veut dire qui doit prouver, si on s'en va devant le tribunal. Pour ce qui est de l'indemnité immobilière, la valeur du terrain de l'immeuble, le fardeau, c'est le fardeau de la ville. Donc, c'est à la ville de prouver ça. Bon, évidemment, on peut ne pas être d'accord avec ce que la ville va venir prouver, puis on va avoir nos propres évaluateurs. C'est parfait, c'est tout à fait permis. Pour l'indemnité accessoire, donc tout le reste, les dommages causés par l'expropriation, c'est l'exproprié, donc vous, vos locataires, vos occupants qui ont le fardeau de la preuve. Parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, vous allez avoir dénoncé vos locataires, vos occupants de bonne foi, ils vont recevoir un avis pour les informer de l'expropriation et ils pourront eux aussi déposer leur réclamation. Donc, ça n'aura pas lieu dans votre procès. Ça va être un autre procès qui va être séparé. Supposons que vous avez une bâtisse commerciale, puis là-dedans, vous avez 3 occupants locataires. Il y a un salon d'esthétique, il y a un bureau de notaire, je dis n'importe quoi. Bien, le salon d'esthétique, le bureau de notaire vont être informés, puis eux-mêmes vont pouvoir, eux, ils n'auront pas la perte de valeur de l'immeuble. Évidemment, ce n'est pas à eux l'immeuble, mais ils peuvent avoir des pertes de profit, des frais de relocalisation. Donc, eux-mêmes vont faire valoir leur réclamation dans un dossier distinct devant le tribunal. Alors, pour la suite, je vais laisser la parole à Frédéric Bélanger. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ce qui est des règles particulières concernant le projet structurant, il y a la loi concernant le réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec qui amène quelques variantes aux procédures habituelles de la loi sur l'expropriation. Audrey-Anne nous en a déjà parlé un peu tantôt de ces modifications-là. Puis il y en a une qui est présentée sur la CETAT. C'est une de ces modifications-là, c'est qui est une précision, si on veut, de l'article 58 de la loi sur l'expropriation qui va dans le même sens, soit que l'indemnité d'expropriation est fixée d'après la valeur du bien et des dommages causés par l'expropriation en date d'expropriation. Ce qui est précisé dans l'article 7 qu'on peut lire sur la CETAT, c'est que c'est qu'on ne peut pas tenir compte de la plus-value attribuée à l'annonce publique. Ça, Isabelle en a déjà parlé un peu tantôt. Dans le fond, c'est si on pense bénéficier d'une plus-value conférée par un projet d'expropriation. Si on a l'idée de bénéficier d'une plus-value conférée par un projet d'expropriation en disant on va acheter une propriété qui se situe sur le tracé en espérant faire fortune, bien, on oublie ça. Dans le fond, ce qui va être recherché, c'est toujours la juste indemnité, comme Isabelle l'a mentionné tantôt. Ce qui est important de comprendre ici, non, excusez-moi, fait qu'on peut passer à la CETAT suivante. Je pense que ça fait le tour pour celle-là. Quand je parle de la CETAT, je voulais plus dire de la diapositive, excusez-moi. On se rappelle que l'évaluateur agréé dans un dossier d'expropriation a un rôle assez important à jouer. Il doit, dans un premier temps, établir le montant de la réclamation et justifier avec un rapport d'évaluation aux fins d'expropriation. Puis dans un deuxième temps, il doit négocier. Si une négociation se termine en queue de poisson, il doit agir à titre de témoin expert dans le tribunal pour défendre son rapport d'évaluation. Ce qui m'amène à vous parler des approches qui sont reconnues par l'ordre des évaluateurs agréés et par le tribunal pour évaluer et justifier l'indemnité immobilière qui doit être réclamée. Pour un terrain, par exemple, la Ville a besoin d'acheter un terrain au complet ou simplement une partie terrain. L'évaluateur utilise habituellement 2 méthodes pour déterminer sa valeur, soit la méthode de comparaison, la méthode de lotissement si on parle d'un terrain qui est développable. Il y a 2 autres méthodes qui sont reconnues, soit la méthode du revenu résiduaire ou la méthode d'allocation, mais on s'y réfère très rarement parce qu'ils présentent des approches indirectes qui sont très discutables. Pour ce qui est de la méthode de comparaison, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui consiste à relever des transactions de terrain pouvant se comparer au sujet évalué, puis d'en tirer des indicateurs de valeur, comme par exemple un prix au mètre carré ou un prix à la porte, qui vont nous permettre d'estimer la valeur du terrain ou de la partie terrain qui est requise par la Ville. Par exemple, les ventes permettent de justifier un indicateur de valeur de 100 $ le mètre carré, la Ville achète un 10 mètres carrés de terrain, bien, on a une indemnité pour la perte de cette partie de terrain-là qui va s'élever à 1 000 $. Méthode de comparaison, c'est la méthode la plus reconnue, par le fait même la plus utilisée parce qu'elle nous permet d'obtenir une lecture directe du marché. Dans le cas des terrains qui sont développables, on parle des terrains souvent de grande superficie, on peut lotir plusieurs emplacements ou avoir vraiment un projet de développement. Excusez-moi, c'est une autre approche qui nous permet de nous fournir une indication de valeur intéressante, mais c'est une méthode qui nécessite souvent plusieurs hypothèses qui viennent fragiliser sa conclusion.
En fait, pour cette méthode, on vient créer un scénario de développement qui considère à la fois la période de vente des lots, les revenus de la vente des emplacements à l'outil, les dépenses rattachées au développement pour finalement arriver à un résultat de valeur. Mais comme je disais tantôt, c'est une méthode qui comporte habituellement plusieurs hypothèses qui viennent fragiliser son résultat. En fait, plus le terrain est grand, plus son potentiel de développement est gros, plus les hypothèses sont nombreuses et moins son résultat est solide. On sert plus souvent de cette méthode-là pour corroborer le résultat qui va découler de la méthode de comparaison. Alors, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de la valeur des terrains. Concernant les améliorations au sol, il n'y a pas de point sur l'acétate là-dessus. Je vais peut-être en glisser un mot. Par exemple, on a parlé un peu tantôt, la pelouse, l'asphalte, c'est des éléments qui doivent être compensés, indemnisés. Ces améliorations-là sont habituellement indemnisées sur leur coût de remplacement déprécié. Par exemple, on retrouve un 2 mètres carrés de pelouse et un plan de rosée sur une petite parcelle de terrain qui est acquise par la ville. Ces améliorations-là doivent être indemnisées en plus de l'achat de l'indemnité qui va être accordée pour le terrain. Maintenant, pour ce qui est de l'acétate qu'on voit présentement, qui parle de méthodes reconnues pour estimer la valeur d'une propriété construite, il y a 3 méthodes reconnues par l'Ordre des évaluateurs agréés pour estimer la valeur d'une propriété construite. C'est la méthode du coût, comparaison du revenu. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas toutes des méthodes qui doivent être systématiquement appliquées pour évaluer une propriété. Ça dépend toujours du type d'immeuble à évaluer. Par exemple, la méthode du revenu ne sera pas pertinente pour un bungalow. Je fais une petite présentation rapide des 3 méthodes. Je vais débuter avec la méthode du coût. La première étape de cette méthode est de déterminer le coût de remplacement ou de reproduction du bâtiment. Pour y arriver, l'évaluateur va se référer habituellement à un volume de référence reconnu, soit le Marshall & Swift, le MINS ou le CCR, ou à la limite, on peut faire affaire avec un entrepreneur qui va nous produire un devis pour construire un immeuble identique. Une fois le coût de remplacement ou de reproduction établi, on doit calculer la dépréciation applicable au bâtiment. En expropriation, on va considérer que la dépréciation physique est la désuétude économique fonctionnelle. Comme Isabelle a parlé tantôt, la désuétude économique, on n'en tient pas compte, on en fait abstraction. Une fois les dépréciations calculées, on est capable d'obtenir le coût déprécié du bâtiment. À ce que on doit ajouter la valeur du terrain, des améliorations qui ont déjà été calculées pour obtenir le résultat par la méthode du coût. Il faut savoir que la méthode du coût a des faiblesses, soit plus le bâtiment à évaluer est âgé, plus il y a des rénovations, ça risque d'affecter le résultat et puis ça le rend moins représentatif. C'est une méthode qui est surtout pertinente pour les bâtiments très récents, sinon on la développe quand même pour venir corroborer les résultats obtenus par les autres approches. Pour ce qui est de la deuxième méthode, soit celle de la comparaison, le principe est relativement simple. Un peu comme j'expliquais tantôt pour les ventes de terrain, on doit relever des transactions d'immeubles comparables, idéalement des ventes récentes situées dans un secteur rapproché du sujet, quand c'est possible. Par la suite, on effectue des ajustements au prix de vente pour essayer de ramener les transactions à notre sujet. Comme par exemple, si on a une propriété résidentielle qui a un foyer au gaz à l'intérieur, puis notre comparable en a pas, bien, on va ajuster le prix de vente de notre comparable pour inclure un foyer au gaz. Finalement, cette approche-là va nous donner des taux, des indicateurs de valeur, comme par exemple un prix au mètre carré ou un prix par porte ou des multiplicateurs de revenus bruts qui vont nous permettre d'obtenir un résultat par la méthode de comparaison. La méthode de comparaison est souvent considérée comme la plus représentative parce qu'elle permet d'obtenir une conclusion de valeur à partir de données directement tirées du marché. Excusez-moi. Finalement, la dernière méthode, soit la méthode du revenu, c'est une méthode qui sert à évaluer des immeubles habituellement acquis pour les revenus qu'ils génèrent. Pour résumer la méthodologie employée, on estime les revenus bruts générés par l'immeuble, on soustrait les dépenses pour obtenir un revenu net, puis finalement, on actualise ce revenu. En actualisant ce revenu-là, ben, on finit par obtenir un résultat qui est celui de la méthode du revenu. Évidemment, puisqu'on développe 3 méthodes, l'évaluateur développe 3 méthodes, pour un même immeuble, il faut qu'ils choisissent dans ces 3 méthodes-là. Puis, mais dans le fond, il y a une étape suivante qui s'appelle la corrélation. L'évaluateur doit justifier la méthode qui est retenue pour l'immeuble à évaluer. Isabelle en a parlé un peu tantôt des concepts qui sont passés à cette étape suivante, à la diapositive suivante, excusez. Pour les concepts supplémentaires, la perte de convenance et puis la valeur spéciale au propriétaire. Il y a deux, dans le fond, la première, la valeur de convenance, c'est une valeur
qu'on peut qualifier de personnel à exproprier, c'est-à-dire que pour un propriétaire, un aménagement ou une commodité peut lui apporter une valeur pour lui, mais qui n'est pas nécessairement reconnue par le commun des acheteurs. Pour bien comprendre le concept, on peut penser, par exemple, à un propriétaire qui s'est fait aménager un four à pain dans sa cour au coût de 5 000 en briques, en bois et en pierre. Il met ça au centre de sa cour. Pour lui, son four à pain a une très grande valeur, mais pour le commun des acheteurs, ça peut peut-être être un inconvénient. En expropriation, on va tenir compte de la valeur de ce four-là, mais une simple valeur marchande n'en tiendrait pas compte. Finalement, l'autre concept, la perte économique spéciale, c'est un concept qui ressemble au précédent, sauf qu'il y a un avantage économique pour le propriétaire. Si je peux donner un exemple, un propriétaire qui a une résidence avec un garage situé à côté, il fait de la menuiserie dans son garage pour gagner sa vie. La ville achète la partie terrain qui comprend le garage. Il n'y a pas possibilité de relocaliser le garage sur sa propriété. Finalement, le propriétaire est obligé de se retrouver un garage plus loin, à 5 km de sa propriété. La valeur économique spéciale pour le propriétaire d'avoir son garage sur sa propriété va être compensée par une indemnité qui va être versée pour le temps supplémentaire pour se rendre à son garage et le kilométrage supplémentaire qu'il va avoir pour se rendre à son garage qui est situé, à son nouveau garage qui est situé à 5 km. Ensuite, je pense que ça fait le tour de mes diapositives. Fait que je cède la parole à Esther pour la suite de la présentation. Merci Frédéric. Donc, comme Isabelle vous l'a dit un peu plus tôt, l'indemnité quand vous êtes soit propriétaire d'une entreprise et propriétaire immobilier ou que vous êtes seulement un propriétaire d'entreprise qui loue un local dans une propriété qui va être expropriée, vous avez droit à une indemnité. Cette indemnité-là, en fait, il y a une grande question à laquelle on doit répondre parce que le timing actuellement ou le timing de n'importe quelle des expropriations, en fait, est souvent pas choisi et souvent pas optimal. Puis actuellement, avec la crise de la COVID, bien, beaucoup d'entreprises là, ont connu des baisses de chiffre d'affaires, des baisses de fréquentation de leur commerce, etc. Donc, il est évident, en fait, que le moment de vendre l'entreprise ou le moment de changer l'emplacement de celle-ci n'est pas optimal. Donc, ça, c'est une des premières questions qu'on doit se poser, puis qu'on doit regarder comme expert. Puis deuxième des choses qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce que je suis en mesure, comme propriétaire ou exploitant d'une entreprise, de me relocaliser et à quel prix je peux me relocaliser si c'est possible. Donc, dans le cas où il n'est pas possible d'être relocalisé, on va évaluer l'entreprise comme si on devait la vendre et en termes de valeur au propriétaire parce que le timing de vente est pas optimal. Donc, on doit vraiment obtenir l'indemnité comme si on avait mis notre entreprise à vendre sur le marché au meilleur moment. Là, si on se met une image, là, souvent on appelle ça un peu en achevant une entreprise, là, on maquille la mariée un peu pour le grand jour, là, on l'arrange bien belle. Puis c'est ce moment-là qu'on va choisir pour vendre notre entreprise normalement. Donc, la valeur au propriétaire, en fait, c'est ce que ça reflète le meilleur timing pour vendre notre entreprise. Donc, la valeur à laquelle on l'aurait vendue aurait été optimisée. Puisque ça reflète également la valeur au propriétaire. Comme Isabelle l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'achalandage personnel. Ce que c'est l'achalandage personnel, en fait, c'est un peu... par exemple, si moi, j'exploite un salon de coiffure, le salon de coiffure me ramène des profits, mais c'est aussi mon salaire. Donc, en plus de la valeur de mon entreprise, je dois être dédommagée pour le salaire que je vais perdre. Donc, c'est cet avantage-là que d'être propriétaire m'apporte, en plus que d'avoir les profits découlant de mon salon de coiffure ou peu importe l'entreprise, j'ai un salaire annuel que je gagne découlant de ça. Puis ce qu'on doit tenir compte également quand on parle de valeur au propriétaire pour évaluer une entreprise, c'est tous les projets qui étaient en cours. Par exemple, si vous aviez des projets d'expansion, si vous avez par exemple une propriété, que vous êtes un manufacturier ou peu importe, si vous avez l'idée d'ouvrir un deuxième
une deuxième usine ou si vous aviez l'idée déjà des plans quand même entamés avec des démarches avancées d'ouvrir un deuxième restaurant ou peu importe, bien, on doit les considérer normalement dans la valeur au propriétaire. Puis là, comme j'ai parlé tantôt de la crise de la COVID, de la pandémie qu'on vit actuellement, c'est sûr que les chiffres des derniers mois, si on utilise ça pour calculer votre indemnité puis évaluer votre entreprise, il est évident qu'on n'arrivera pas à la valeur optimale, puis ça ne reflètera pas là, l'usage optimal et le plus profitable de votre entreprise. Donc, ce qu'on va plutôt faire comme expert, c'est qu'on va considérer probablement des projections financières. On va devoir faire des petites projections sur 2-3 ans pour refléter l'effet que la COVID a pu avoir sur votre entreprise et donc que le timing actuel n'aurait pas été choisi pour disposer de votre entreprise. Donc, je vais vous donner un petit peu plus loin, là, tout à l'heure, on va vous donner un exemple de calcul un peu de revenu net d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on peut considérer? Ça, c'est dans le cas numéro 1, si on ne peut pas se relocaliser. Dans le cas numéro 2, où vous êtes en mesure de vous relocaliser, vous pouvez également avoir une indemnité. Mais par contre, quand on se relocalise, ça ne veut pas dire qu'on va se relocaliser dans un local à coût équivalent au pied carré. Ça ne veut pas dire qu'on va être en mesure de se relocaliser en criant ciseaux, puis en une semaine, c'est fait. Donc, tous les frais qui vont être encourus, en fait, pour la relocalisation, ne serait-ce également que si vous devez vous relocaliser dans un endroit où si on est dans un commerce de vêtements, par exemple, puis que tout le passage sur une rue passante, alors que vous devez vous relocaliser dans une rue qui est moins passante, donc moins d'achalandage, tout ça, vous êtes en mesure de réclamer ça à même votre indemnité. Donc, l'idée de l'indemnité, Isabelle l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est de remettre l'individu ou l'entreprise dans la position équivalente où il aurait été n'eût été de l'expropriation. Puis finalement, un des éléments très importants dans tout ça, si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble, n'hésitez pas à consulter vos fiscalistes. Il y a des plans fiscaux qui peuvent être faits. Vous pouvez minimiser l'impact fiscal de la disposition de l'expropriation si vous trouvez un bien de remplacement. Il y a certains délais qui sont prescrits en fait là, par les lois fiscales. Donc, je vous invite là, vraiment à être accompagné là, de spécialistes en fiscalité tout au cours là, du processus d'expropriation. Donc, je vais passer la parole à Audrey-Anne pour quelques exemples là, de dommages. Merci. Alors, on sait que ça fait beaucoup d'informations. Parfois, c'est des termes que peut-être vous êtes moins habitués d'entendre. Alors, on avait pensé peut-être vous dresser des petites listes. Qu'est-ce que ça représente en exemple des dommages, l'indemnité qui peut être réclamée par type de propriété? Alors, on va vous les donner en vrac. C'est surtout pour faire réfléchir en disant est-ce que ces dommages-là pourraient s'appliquer à la mienne? Donc, par exemple, pour les propriétaires de terrains vacants, d'usage résidentiel ou commercial ou industriel, mais de plus petite superficie. Alors, il pourrait avoir une perte de valeur aux résidus, par exemple, du terrain. Comme on l'a dit, les pertes de convenance ou économiques spéciales si le terrain avait une fonction particulière pour vous. Une perte de plus-value reliée au potentiel du terrain vacant que vous aviez, du site. Même chose pour des frais reliés à la construction projetée d'un bâtiment. Ou encore, évidemment, l'écart entre la valeur marchande du bien exproprié et le coût d'acquisition d'un substitut comparable. Donc, si vous voulez vous racheter un terrain, ce ne sera pas nécessairement au même prix. À la prochaine diapositive, il y a des dommages qui peuvent être un petit peu différents pour des terrains vacants, cette fois-ci de grande superficie, donc des terrains développables. Il peut encore une fois avoir perte de valeur aux résidus. Cette fois-ci, ce qui est intéressant dans les cas de développement, il pourrait avoir les honoraires de développement à aller rechercher, une potentielle perte de profit. Évidemment, là, ça prend des expertises comptables. C'est un petit peu plus poussé, mais c'est quelque chose de quand même possible. Les frais qui ont été engagés dans le développement déjà, donc si vous avez commencé déjà un projet, êtes-vous allé chercher des permis, aviez-vous engagé, par exemple, des architectes, des firmes de génie, ces choses-là peuvent être indemnisées. Des bris de contrat, peut-être, c'est justement, vous aviez déjà des professionnels ou déjà des contrats avec, par exemple, des compagnies de construction, des choses comme ça. Votre perte d'achat sur d'autres terrains,
adjacents ou, par exemple, des dommages de sectionnement si la propriété serait sectionnée. Évidemment, il y a des dommages qui peuvent aussi être propres aux propriétés commerciales. À la prochaine diapositive, et je vais laisser Esther vous en traiter un petit peu plus. Donc, si vous êtes propriétaire, en fait, d'une propriété commerciale ou d'un commerce, il y a différentes indemnités là, que vous pouvez réclamer. Par exemple, si vous devez vous relocaliser, bien, vous devez remettre une enseigne sur le nouvel immeuble. Vous pouvez également réclamer comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écart entre des frais de loyer d'une propriété à l'autre. Vous pouvez en fait, la liste est non exhaustive, celle qui se retrouve là, c'est vraiment quelques exemples, mais si vous devez fermer pendant 2 mois le temps de vous relocaliser, vous allez perdre des revenus. Donc, ces revenus perdus-là peuvent être réclamés également. La publicité pour la réouverture à une nouvelle place d'affaires, ça également, ça peut faire partie des indemnités que vous pouvez obtenir. Frédéric l'a dit aussi un petit peu tantôt, le kilométrage là, pour se rendre d'une propriété à l'autre. Mais si j'en ai fait un rapport dernièrement dans lequel l'entreprise était près du Vieux-Québec. Et c'est une entreprise qui devait rencontrer beaucoup de clients dans ce coin-là. Là. Toute sa clientèle était dans ce coin-là. Et là, le seul immeuble que l'entreprise a retrouvé, c'est un immeuble qui était à Charlesbourg, qui est un petit peu plus loin dans la ville de Québec. Donc, comme le propriétaire devait voyager pour rencontrer ses clients, mais tous les kilométrages additionnels qu'il devait faire pour rencontrer ses clients, comme il n'y avait aucune propriété similaire ou à laquelle il pouvait avoir accès dans le même coin, bien, on a pu réclamer ces frais-là. On va passer aussi à la slide suivante pour d'autres exemples, en fait, pour une propriété locative commerciale. Donc là, on parle plus en termes, si on veut, pour un propriétaire de perte de revenus. Donc, tout ce qui est les loyers qui étaient collectés par le propriétaire, là, que ce soit des loyers commerciaux ou bien des loyers pour des particuliers. Ensuite, le locataire, ben, c'est un peu ce que j'ai fait état. Donc, le locataire va perdre des revenus s'il n'y a pas moyen de se relocaliser. Bien là, on va évaluer probablement son entreprise avec les méthodes d'évaluation traditionnelles d'un expert en évaluation d'entreprise. Puis il peut également réclamer, s'il est en mesure de se relocaliser, certains frais comme tous les frais de déménagement, etc., le temps de son personnel additionnel pour, par exemple, tout pacter les boîtes, pacter l'entreprise, tout ce temps-là peut être considéré puis réclamé. Puis il y a un autre élément que je n'ai pas mentionné, mais qui était écrit là, sur une des slides précédentes, c'est tous les frais des experts, normalement, en fait, là, dans les cas précédents que j'ai pu voir, peuvent être également réclamés au sein de l'indemnité. Donc, les frais que vous pourrez encourir en engageant un expert comme moi en évaluation d'entreprise pour les indemnités ou les évaluateurs agréés comme Frédéric, normalement, vous pouvez les ajouter en fait au sein de votre réclamation comme indemnité. Donc, je vais passer la parole à Isabelle, si je ne me trompe pas. Exact. Alors, je vais y aller rapidement pour les autres possibilités en expropriation parce qu'on veut laisser le temps aussi pour répondre à vos questions. Donc, si vous en avez eu là au fil de la formation du webinaire puis vous n'avez pas eu le temps de nous les poser, c'est le moment de nous les poser parce que d'ici 5 minutes, là, on va être rendu à répondre à vos questions. Alors, simplement que vous sachiez qu'il existe d'autres possibilités. Là, on vous a parlé de la principale possibilité, c'est-à-dire être indemnisé. Mais il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce que l'expropriant, la ville, pourrait suggérer? En fait, elle pourrait, en plus de l'indemnité ou en lieu d'une partie de l'indemnité, déplacer une construction. En fait, si la construction peut être convenablement déplacée sur un terrain voisin, puis le voisin, bon là, j'ai pas fait la recherche de jurisprudence, mais je présume que c'est entendu à son sens large. Là, ça veut pas dire juste celui qui est simplement à côté. Que ce terrain-là appartienne soit à l'exproprié, à vous, ou à l'expropriant.
Donc, on pourrait déplacer la construction. Donc, prendre l'immeuble, le bâtiment, c'est-à-dire, puis l'amener sur un autre terrain, à condition que ça diminue le coût d'expropriation. Évidemment, on ne fera pas ça si ça l'augmente, le coût d'expropriation. Prochaine slide. La Ville pourrait aussi vous offrir un terrain de remplacement. Donc, toujours dans l'objectif de diminuer le coût total de l'expropriation et pour tenir lieu d'une partie de l'indemnité. Donc, elle pourrait dire, bon, ben là, tu avais un immeuble ici, moi, j'en ai un autre, je t'offre ce terrain-là en échange de ton terrain. Bon, il va falloir que tu rajoutes un bâtiment dessus, ça va. Tu vas être indemnisé pour le bâtiment, mais au moins, le terrain, ben, on va le réduire de l'indemnité en argent puisque tu vas l'avoir en terrain. Prochaine slide. C'est l'expropriation totale ou partielle. Parce que je vous l'ai dit au tout début de la formation, la Ville pourrait dire, ben, je t'exproprie seulement une partie de ton terrain. Mais là, peut-être que cette partie-là qu'ils vont vous exproprier est tellement grande qu'elle vous empêche d'utiliser la partie qui vous reste de façon convenable. Donc, si votre résidu, ce qu'on appelle le résidu, ne peut pas être utilisé de façon convenable, vous avez le droit de demander au tribunal une expropriation totale. Donc, dire, moi, je voudrais que la Ville, elle m'achète au complet parce que si elle m'achète juste la moitié, ben, je ne peux plus rien faire avec la moitié qui me reste. Donc, ça, c'est une requête qui peut être faite pour s'assurer d'avoir la bonne indemnité. Slide suivante. Et finalement, les frais de justice, les honoraires extrajudiciaires, les troubles ennuis, Esther vient d'en parler un tout petit peu. Quand le tribunal va fixer le montant de l'indemnité définitive, il va statuer sur l'indemnité d'expropriation, mais il va aussi statuer sur les frais de justice. Donc, en principe, les frais de justice, les frais d'expertise vont être supportés par l'expropriant. C'est-à-dire que si vous avez engagé GDA, PwC pour quantifier votre indemnité, ben leurs honoraires habituellement vont vous être remboursés par la Ville en bout de piste. C'est important de dire que ça ne comprend pas habituellement, malheureusement, les frais d'avocat. Pourquoi? Le principe a été établi il y a longtemps par la Cour d'appel, c'est que ben c'est pas un dommage, là, à moins que la Ville agisse de façon totalement malicieuse, puis tout ça, le fait de se prendre un avocat pour représenter ses intérêts, ce n'est pas un dommage, c'est quelque chose de normal, entre guillemets, si on veut. Donc, ce n'est pas remboursable, les frais d'avocat. Il y a aussi souvent ce qu'on appelle le trouble, ennui, inconvénient. C'est très large, puis c'est souvent, faites-vous pas des accrocs avec ça, c'est souvent très peu d'argent, mais quand même, c'est de l'argent à laquelle vous avez droit. Donc, assurez-vous de comptabiliser les heures que vous allez passer dans votre dossier. Si vous devez vous déplacer 1, 2, 5, 10 fois, rencontrer votre expert, rencontrer votre avocat, comptabilisez les heures, gardez vos reçus de stationnement, votre nombre de kilométrage. Donc, vous allez avoir droit à un certain montant pour être indemnisé là, à ce sujet-là. Donc, ça ferait le tour du contenu de notre webinaire. On serait rendu à la période de questions. Audrey-Anne, je ne sais pas si on a reçu des questions. Oui, on en a quelques-unes déjà. La première pour toi, donc, Isabelle, on demande, si je n'ai pas eu d'avis d'expropriation, est-ce que ça veut dire que je ne serai pas expropriée ou comment savoir si nous avons des risques d'expropriation? Non, en fait, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas exproprié parce qu'à ma connaissance, puis comme je vous dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, loin de là, mais à ma connaissance, la Ville n'a pas commencé encore à envoyer d'avis d'expropriation. Elle a commencé dans certains secteurs, pas dans tous, à rencontrer les propriétaires pour discuter pour des acquisitions de gré à gré, mais elle n'a pas commencé à envoyer d'avis d'expropriation. Comment vous allez savoir que vous allez être exproprié? Bien, vous allez le savoir quand la Ville va vous appeler, va cogner chez vous, va vous envoyer un avis d'expropriation. Mais aujourd'hui, dans les journaux, a été publié, je pense Le Soleil l'a pris, le Journal de Québec aussi, au Bureau d'audience publique en environnement, le BAP. Le BAP a refusé de garder confidentielle la carte des expropriations. Donc, puis là, Audrey-Anne, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, mais il me semble que c'est le 19 juillet qui disait que la carte allait être rendue publique. Ah, je n'ai pas la date, mais non, oui. Ouais, il me semble que c'est autour de ça, le 19 juillet. Donc, le 19 juillet, la carte des expropriations va être rendue publique sur le site du BAP. Donc, outre attendre d'avoir des nouvelles de la Ville, ça va être une autre façon de savoir si vous allez être exproprié. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui.
Pour Esther, cette fois-ci, on demande, dans l'évaluation pour le salaire et le bénéfice, on les projette sur combien d'années? Normalement, je vous dirais c'est un 2 à 3 ans, assurément. Là, si c'est une entreprise qui était affectée, je dirais, par la COVID, si on était dans un contexte, je vais considérer le contexte de la pandémie actuelle là, comme un contexte qui n'est pas vraiment normal. Là, si j'avais été un contexte normal, j'aurais pu utiliser en fait les profits des dernières années, donc les états financiers des compagnies des 3-4 dernières années, là, à moins que c'est une entreprise qui a eu beaucoup de croissance, mais d'ordre général, je vous dirais qu'un 2 à 3 ans, c'est ce à quoi on peut s'attendre là, en termes de projection. OK. Et sinon, on a eu quelques questions plus générales pour savoir si des propriétés particulières allaient être expropriées. Mais comme Isabelle l'a dit, c'est de peut-être suivre le tracé du tramway que la Ville met en ligne et de mettre la carte à jour assez fréquemment. Mais outre ça, les expropriations en tant que telles n'ont pas encore été signifiées. Donc, nous n'avons pas réponse à ces informations-là. Alors, je ne sais pas si d'autres questions vous surgissez à l'esprit. Je n'en reçois pas pour l'instant, mais si jamais, on demeure évidemment disponible par la suite. Je vais passer le mot de la fin à Frédéric. Alors, merci Audrey-Anne. Alors, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a réussi à répondre à quelques-unes de vos interrogations sur le merveilleux monde de l'expropriation. Merci aux conférencières d'avoir pris leur temps pour donner des explications. Alors, en espérant avoir de vos nouvelles sous peu lorsque vous aurez des nouvelles de la Ville. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.